Bonjour à toutes et à tous. Je suis Méliu de la société Idylle Fibre Optique. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes, le temps de laisser la possibilité en fait au retardataire d'arriver. Donc, bienvenue à notre webinaire sur les sources accordables monochromatiques. C'est l'occasion pour nous, lors de ce troisième webinaire, de vous présenter les nouvelles sources qui vont émettre à partir de 160 nanomètres jusqu'à 20 microns. Lors de ce webinaire, donc vous allez avoir l'introduction à ces sources. On va terminer par une session de questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà trouvé comment faire des petits commentaires sur cette partie-là. Donc, en bas de votre écran, avec votre souris, vous pouvez faire afficher la petite enveloppe, la petite bulle Q&R pour poser vos questions. Je vais laisser donc nos speakers se présenter et je vous dis à tout à l'heure pour le sommaire de la présentation. Fethi? Yes, bonjour à tous. Je suis Fethi Aire de la société Hamamatsu, ingénieur technico-commercial. Je représente donc la société japonaise Hamamatsu et nous avons donc sa filiale française à Paris, donc qui s'appelle Hamamatsu Photonics France. Bonjour, je m'appelle Bruno Roch, je suis ingénieur technico-commercial chez Idylle Fibre Optique et je suis spécialiste en spectroscopie et microscopie. Alors, sur la slide suivante, donc vous avez les informations de Bruno et Fethi et on passe donc à l'agenda. Alors, lors de ce webinaire, vous aurez donc une introduction à nos systèmes TLS-EQ, Tunable Light Source énergétique. Nous vous présenterons les caractéristiques de ces sources accordables et leurs spécificités par rapport aux solutions concurrentes qui peuvent exister actuellement sur le marché. Il y aura une petite vidéo de démonstration de l'utilisation de ces sources accordables. Ensuite, on vous présentera 6 exemples d'applications et on finira donc par la session de questions-réponses. Donc, n'oubliez pas, en bas de l'écran avec vos petites souris, il y a une petite bulle Q&R dans laquelle vous pouvez poser vos questions en cours de présentation. Elles seront abordées en fin de présentation. Voilà, donc je laisse la parole à Fethi. Merci Ime. Je vais couper ma vidéo Voilà, pour la suite de la présentation. Exactement, on Je la remettrai fait plus tout tard. ça. C'est ça. Donc, merci Ime pour cette présentation et cet agenda. Donc, pour commencer, on va vous présenter du coup le système qui s'appelle TLS-EQ, donc Tunable Light Source EQ. Là, en fait, on va évoquer quelques problèmes, plutôt quelques applications qu'on trouve sur le marché et la solution que nous allons vous proposer. Donc, pour commencer ici, nous avons listé quelques domaines d'usage, donc quelques domaines d'application où notre solution peut répondre ou peut être utilisée. On peut par exemple voir tout ce qui est test et calibration de détecteurs et composants optiques, voir aussi tout ce qui est spectroscopie, où c'est un domaine en fait qui demande ou qui exige une large bande d'émission, allant de l'UV, visible, proche infrarouge, voire le moyen infrarouge, ce qu'on appelle le FTIR. On peut par exemple voir tout ce qui est application liée à la caractérisation des nanomatériaux. Ici, en fait, la sélection de longueur d'onde est aussi une très bonne résolution et souvent très demandée. On peut aussi voir le domaine de la photoexcitation, où là, en fait, les utilisateurs, ou plutôt l'application demande une sélection de longueur d'onde dans l'UV, dans le visible, dans le proche infrarouge, voire l'infrarouge moyen, et d'autres applications que vous voyez dans cette liste. Je peux aussi citer tout ce qui est test et prédiction de vieillissement de matériaux, où là, par exemple, c'est un domaine où la durée de vie et la stabilité de la source est très demandée donc pour utiliser donc, proprement et profiter, on va dire, de l'application par rapport à ce domaine. Généralement, ces domaines que je viens d'évoquer ont souvent des exigences scientifiques et des besoins très spécifiques. Par exemple, avoir un faisceau avec une très bonne puissance en sortie du monochromateur, c'est-à-dire ne pas perdre toute la puissance qu'on a de la source. Aussi, on peut avoir des applications, on demande en fait de l'imagerie et de l'irradiation sur une bande spectrale assez étendue, donc l'UV, visible, proche infrarouge. Aussi, d'autres vont demander à avoir en fait une résolution inférieure à 1 nanomètre. Donc là, c'est plutôt le réseau à l'intérieur du monochromateur. Donc pour la sélection de longueur d'onde. Donc là, en fait, c'est plus le flux qui est important, mais plutôt la résolution. D'autres domaines, on peut trouver que il faut éviter des fois en fait le remplacement de la lampe.
parce qu'on va utiliser des lampes classiques. On va voir ça plus tard dans la suite de cette présentation. Donc, en fait, l'arrêt de la manip et aussi le coût de remplacement peut engendrer quelques problèmes à l'utilisateur. Aussi, des fois, on a besoin d'avoir un système qui nous permet de travailler de l'UV jusqu'au proche infrarouge. Donc, un seul système pour en fait pouvoir balayer toute cette large bande spectrale. Pourquoi pas aussi avoir un système pour tout piloter avec le même software, c'est-à-dire un logiciel qui va piloter le monochromateur, la source, et derrière, en fait, un ordinateur qui va nous permettre de tout sélectionner ou tout balayer. Et enfin, aussi, des fois, on a des difficultés à trouver des systèmes pas faciles à évaluer par la suite, c'est-à-dire ajouter des réseaux, changer de fibre optique, etc., etc. Suite à ces applications et ces problématiques, nous, en fait, dans ce webinaire, on va vous présenter la nouvelle source accordable qui s'appelle donc TLS-EQ, donc Tunable Light Source. Donc, dans cette photo, si vous regardez à gauche de l'écran, donc vous avez la source EQ LDLS, c'est une source brevetée. LDLS, ça veut dire Laser Driven Light Source. À droite de votre écran, vous avez le monochromateur, donc qui va inclure dedans en fait les réseaux. Ici, on a pris une photo d'un monochromateur avec deux sorties. C'est en option, bien sûr, on peut avoir une ou deux sorties. Et les deux blocs sont liés par ce qu'on appelle les miroirs paraboliques qui sont adaptés à la source et aussi au monochromateur. Le but d'utiliser ces miroirs paraboliques est d'optimiser le flux et de ne pas perdre ce flux en fait entre la source et le monochromateur. Et on propose avec ce système tout ce bloc-là placé sur une petite platine optique pour être facile à manipuler, facile à transporter, etc. C'est quoi cette source? C'est quoi ce principe révolutionnaire? Donc, si vous regardez en fait cette photo, je vais commencer plutôt à droite. Dans n'importe quelle source xénon standard, vous avez toujours deux électrodes qui vont créer un plasma. Notre source et notre principe, c'est d'utiliser un laser qui est focalisé sur ce plasma pour le stabiliser et aussi lui donner en fait une bonne radiance par la suite. Donc, c'est ça le brevet, c'est d'utiliser un laser focalisé sur ce plasma pour avoir en fait les caractéristiques qu'on va évoquer par la suite, d'où la solution révolutionnaire qu'on est en train de proposer dans ce webinaire. Ici, on voulait comparer en fait notre source ou notre technologie par rapport aux sources ou technologies existantes dans le marché. Donc, si vous regardez tout ce qui est en rose, en couleur rose, c'est les différentes sources ou différentes technologies que nous trouvons en fait pour la bande spectrale UV, visible, proche infrarouge. Et en gris, c'est les bandes spectrales respectives de chaque technologie. On peut citer par exemple tout ce qui est deutérium, UV, les UV LED, les lasers, etc. Tout en bas de l'écran, vous avez en bleu notre source brevetée, donc LDLS, Laser Driven Light Source, une technologie qui peut proposer une bande spectrale assez large, allant de 160 nanomètres jusqu'à 20 000 nanomètres. Pour commencer, je vais vous présenter la première gamme de produits allant de 170 nanomètres jusqu'à 2,5 microns. Donc là, on est plutôt sur l'UV visible proche infrarouge. Donc, je vais commencer la lecture de mon tableau de gauche à droite. Vous avez la première source qui s'appelle EQ99X, la deuxième qui s'appelle EQ77 et enfin la troisième qui s'appelle EQ400. La première ligne juste après, vous avez la plage accessible de longueur d'onde. Donc, les trois sources, on peut les utiliser de 170 nanomètres jusqu'à 2500 nanomètres. Ce qui va changer, c'est la ligne suivante, c'est la taille du plasma. Donc, la première, par exemple, elle fait 100 par 180 microns, et puis la dernière, elle fait 370 par 800 microns. Donc, en fait, plus le plasma est grand, plus on a beaucoup plus de puissance. Et si vous regardez la toute dernière ligne qui s'appelle Broadband Optical Power, donc la puissance optique sur toute la bande spectrale 170 nanomètres jusqu'à 2500 nanomètres, la première, elle va offrir une puissance de 0,75 watts. La deuxième, elle est 4 fois plus puissante, on est sur 2,75 watts. Et enfin, la troisième, qui est la EQ400, elle offre une puissance de 15 watts, qui est 10 fois plus puissante que la EQ99X. Ici, si vous regardez le tableau au haut à votre gauche, on va comparer plutôt les durées de vie de nos sources plutôt brevetées avec les sources classiques comme le xénon, le deutérium, etc. Il faut savoir qu'une source xénon ou deutérium a une durée de vie en général entre 2000 et 4000 heures. Nos sources brevetées, grâce au brevet ou la technologie que je vous ai présentée juste avant, on peut garantir une durée de vie supérieure à 10 000 heures, donc vous pouvez même aller encore plus loin. Aussi, si vous regardez le graphe qui est en bas à gauche, là, on va présenter la spectrale radiance, donc en sortie non fibrée de ces sources.
donc en milliwatts par millimètre carré par stéradian par nanomètre, en fonction de la longueur d'onde. Donc en bleu, vous avez les trois sources que je viens de vous présenter, la EQ99, la EQ77 et puis la EQ400. En gris, vous avez des sources standards classiques comme du xénon, du thorium. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est déjà la radiance de ces sources par rapport à d'autres sources qu'on trouve sur le marché et aussi la stabilité de cette source en fonction de la longueur d'onde. Pour aller encore plus loin avec cette technologie, nous venons tout récemment de sortir deux nouvelles sources pour aller plus loin dans le proche infrarouge, plutôt le moyen infrarouge. Donc, c'est des nouvelles sources qui vont aller de 160 nanomètres jusqu'à 20 microns cette fois-ci. Donc, pareil, je vais commencer la lecture de mon tableau de gauche à droite. Donc, vous avez la EQ77C DI. DI, ça veut dire fenêtre en diamant. Et celle de droite, ça s'appelle EQ77C SA. SA, ça veut dire saphir. Donc, ce qu'on a changé par rapport aux autres sources que je vous ai présentées juste avant, c'est plutôt les fenêtres. Donc, soit on utilise une fenêtre diamant, et avec la fenêtre diamant, je vais avoir une bande spectrale allant de 350 nanomètres jusqu'à 20 000 nanomètres. Ou sinon, j'utilise une fenêtre en saphir, et là, je vais aller de 160 nanomètres jusqu'à 6 000 nanomètres. Ici, on n'a pas mis la valeur de la bande plutôt la puissance optique sur la bande spectrale. On est en train de réaliser cette mesure qu'on peut partager bien sûr avec vous un peu plus tard. Ces nouvelles sources, donc les sources infrarouges, ici, on voulait les comparer avec ce qu'on utilise très souvent dans ces bandes spectrales, donc le moyen infrarouge, qui est une source classique, c'est la source globale. Donc à votre gauche, on a comparé la source EQ77C en fenêtre saphir, en fonction de la longueur d'onde. Donc là, toujours en spectral radiance, donc en sortie non fibrée. Et à votre droite, on a comparé celle en diamant au globar également. Donc celle de droite, on s'est arrêté à 14 microns, mais il ne faut pas oublier qu'on peut aller jusqu'à 20 microns. Donc là, je vous ai présenté les différentes sources qu'on peut proposer dans notre système TLS, donc le Tunable Light Source. Maintenant, je veux plutôt parler de la partie monochromataire, donc la partie optique du monochromataire. Donc, il faut savoir que même côté monochromataire, on va proposer différentes options et différents accessoires. Les accessoires en sortie, on peut utiliser par exemple des collimateurs, on peut proposer par exemple des sorties fibre optique. Les fibres, on peut choisir la taille de la fibre, le diamètre de la fibre, etc. On peut aussi proposer différentes sphères intégrantes ou chambres échantillons. Ensuite, on peut proposer à l'intérieur du monochromataire des options optiques ou des options électroniques. Concernant les options optiques, on peut proposer plutôt une entrée, voire deux entrées. On peut proposer aussi en sortie une sortie ou deux sorties. Donc, pour ceux qui peuvent dire, je vais avoir une caméra et aussi un détecteur ou une fibre optique et un détecteur. Donc, il y a cette possibilité. Et on peut proposer les traitements AR pour tout ce qui est UV, pour en fait avoir un flux optimal pour la partie UV. La même chose pour l'infrarouge. On proposera en fait un coating en or pour optimiser le flux dans l'infrarouge. Concernant les options électroniques, on propose aussi des largeurs de fonte motorisées, pilotables avec le logiciel, c'est-à-dire clé en main, un shutter électronique pour couper, on va dire, la sortie de la source, et aussi, si on veut, un chopper mécanique pour proposer un détecteur synchrone. Enfin, on peut aussi proposer des options informatiques. Il faut savoir que le système en entier il est pilotable par PC et du coup en communication RS232. Et concernant les personnes qui veulent développer leur propre logiciel pour donc piloter avec par exemple d'autres composants, ça peut être des caméras ou d'autres solutions optiques, on propose donc les drivers C, C++, LaView et Python. Et enfin, avec ce système, on va proposer un flux optimal grâce à ce que je vous ai montré dans la photo d'avant aux miroirs paraboliques qui sont placés plutôt entre la source et le monochromateur. Donc, il n'y aura pas de perte de flux parce que ces miroirs paraboliques sont adaptés à cette source, donc sont adaptés à cette large bande spectrale UV visible infrarouge. Aussi, grâce à notre brevet, on va proposer des sources avec une très bonne stabilité spatiale. Là, on parle à une stabilité. Là, on peut mentionner une stabilité inférieure à 0,1 micron parce que le laser, ce que je vous disais, le brevet, c'est le laser qui stabilise le plasma entre deux électrodes. Aussi, en fait, le système est assemblé sur la platine optique que je vous ai présentée avant, garantissant donc un transport en gardant tout l'alignement déjà fait par Hamamatsu Ideal.
Le logiciel de pilotage qui permet en fait donc de sélectionner les longueurs d'onde sur la bande spectrale évoquée et aussi faire un balayage de longueur d'onde. Et enfin, l'installation, la formation et le SAV sont assurés en France par Hamamatsu Photonics France, basé à Paris, et aussi IDIL, Fibre Optique, qui est basé aussi en Bretagne et un local à Paris. Et je passe la main maintenant à mon collègue Bruno pour la suite de ce webinaire. Merci Féti pour toutes ces informations. Nous allons maintenant nous intéresser à la puissance de ces sources, qui seront mesurées soit en espace libre, soit en sortie fibrée, soit en fonction de la largeur de la fente du monochromateur. Et enfin, je vous montrerai un petit aperçu du logiciel de pilotage. On a réalisé ces mesures de puissance avec les sources EQ99 et EQ77 sur un monochromateur de focale 200 mm qui intègre deux réseaux, l'un blasé à 300 nanomètres, l'autre à 500 nanomètres, couvrant une plage totale de 200 à 1100 nanomètres. Enfin, nous utilisons un spectroradiomètre de plage de détection 200-850 nanomètres avec une résolution de 1 nanomètre rattaché à une sphère intégrante que nous placerons soit directement à la sortie de la source, selon le montage en bas à gauche, soit après une fibre optique que j'ai illustrée en rouge sur le montage en bas à droite. Bien entendu, la fente du monochromateur de largeur variable est ajustée manuellement à son ouverture maximale de 3 mm afin de collecter le maximum de puissance. On reporte tous les points mesurés en microwatts par nanomètre pour les deux sources. Pour le réseau 1200 traits par millimètre blasé à 300 nanomètres avec une ouverture de fente à 3 mm, comme je viens de le dire, ce qui donne une bande passante de 6,5 nanomètres. On peut lire une puissance maximale d'environ 1,8 milliwatts à 350 nanomètres pour la version EQ77, qui correspond à la courbe en orange. La puissance moyenne est de 700 microwatts sur toute la plage. On note le gain significatif d'un facteur environ 7 entre la EQ77 et la EQ99, qui correspond à la courbe en bleu. On notera aussi une forte diminution de leur puissance en dessous de 300 nanomètres, qui s'explique parce que ce monochromateur que j'ai utilisé n'avait pas l'option traitement UV sur ses optiques. Ce traitement optionnel permet un gain significatif d'au moins facteur 2 dans l'UV pour les applications qui nécessitent de démarrer dans l'UV lointain. On réalise les mêmes mesures, mais cette fois uniquement avec la source EQ99 sur les deux réseaux, celui blasé à 300 nanomètres et le deuxième blasé à 500 nanomètres, en plaçant en sortie du monochromateur une fibre optique de diamètre 1,5 mm. On constate l'importance ici du choix de la longueur d'onde de blase du réseau pour obtenir une puissance optimale sur la plage souhaitée. Ici, 350 nanomètres pour l'un, 500 nanomètres pour l'autre. À noter également qu'on propose aussi des assemblages de plusieurs fibres alignées sur toute la hauteur de la fente, qui fait 14 mm, pour un meilleur rendement en puissance. Ici, on n'utilisait qu'une fibre de 1,5 mm. Ici, on souhaitait illustrer la correspondance entre la bande spectrale d'excitation de la source monochromatique et sa puissance. En effet, en réduisant la fente de sortie du monochromateur de 3 mm à 0,3 mm, on constate bien une meilleure finesse, mais au détriment de la puissance. Et on va donc toujours faire un compromis entre la largeur de la bande passante d'excitation souhaitée et la puissance désirée. Pour terminer cette partie mesure, voici une petite animation réalisée avec le logiciel de pilotage de la source. Le logiciel, très simple d'utilisation, permet soit de sélectionner la longueur d'onde d'excitation, ici en haut à gauche, Move to 450 nanomètres, soit on peut également paramétrer un déplacement automatique en longueur d'onde, par exemple de 450 à 700 nanomètres, avec une temporisation ici de 100 millisecondes. On sauvegarde ces paramètres et on les visualise le résultat sur le logiciel de notre spectroradiomètre à droite. Si vous êtes attentif, vous verrez que le balayage ralentit à 650 nanomètres maintenant. Cela est dû à la transition automatique du réseau numéro 1 vers le réseau numéro 2. À noter que la largeur de la bande passante d'excitation doit être réglée manuellement à l'aide d'une vis micrométrique sur le monochromateur. Mais si besoin, on peut avoir une version motorisée pilotée par ce même logiciel. Enfin, nous proposons aussi les drivers SDK en différents langages de programmation, dont Python, pour développer sa propre interface logicielle. Dans cette partie, je vais vous présenter 6 applications
rendu possible grâce à notre source TLS-EQ. Pour étudier la photoréactivité d'un photodétecteur visible, on utilise ici l'accessoire chopper optique intercalé entre la source EQ77 et le monochromateur et piloté par le logiciel pour obtenir la courbe de la figure A. Mais comme ce photodétecteur de type bicouche est très peu sensible à la lumière, il est nécessaire d'avoir un éclairage à la fois monochromatique et avec une forte densité de puissance. On obtient avec la source EQ77, filtrée à 500 nanomètres, une densité de puissance suffisante permettant de réaliser les mesures de photoréactivité sur ce matériau, comme illustré par la courbe sur la figure B. Pour évaluer la performance d'un détecteur pyroélectrique infrarouge, on utilise en sortie du monochromateur l'accessoire focaliseur pour obtenir un microspot de quelques millimètres de diamètre couplé à une platine motorisée pour cartographier l'échantillon. Une nouvelle fois, les propriétés particulières du microplasma de la source EQ77 assureront une très grande stabilité spatiale du spot de mesure sur l'échantillon afin d'augmenter la précision de cette mesure. Enfin, la source EQ77 de puissance suffisante permet de tester ce détecteur à des courants photoélectriques inférieurs à son efficacité de conversion, comme illustré sur la courbe à droite en volts par watt et par nanomètre. Ici, on utilise donc une EQ77 avec une fenêtre en diamant qui donc a une plage adaptée jusqu'à 20 microns. Là, le détecteur permet de mesurer jusqu'à 12 microns. Et donc, c'est un instrument adapté pour des photodétecteurs et des caméras infrarouges moyens et lointains, notamment utilisés dans le domaine de la recherche aérospatiale. Pour cette application, IDIL a développé une solution complète, unique sur le marché, permettant de réaliser une mesure de cinétique et de fluorescence entièrement automatisée et synchronisée. L'échantillon, une solution photoréactive, est placé dans le porte-échantillon en sortie du monochromateur, éclairé à 90 degrés par rapport à la source pour mesurer la fluorescence. Tandis qu'un deuxième ensemble spectrophotométrique, placé en dehors de la chambre, est raccordé par fibre optique pour réaliser la mesure d'absorbance. La grande stabilité de la lampe EQ99 permet des mesures reproductibles avec la possibilité de quantifier les produits réactifs. Le gain de temps et la réduction des quantités de réactifs chimiques sont les deux atouts majeurs de ces systèmes. Enfin, à noter que la durée de vie de plus de 10 000 heures de la source la rend également un système également très économique. Cette application concerne la microscopie électronique à photoémission, son acronyme en anglais PIM. Dans cette application, l'échantillon est placé dans une enceinte à vide et observable à distance au travers d'un hublot. Les sources à arc traditionnelles, avec un faible rendement dans l'UV et leur grande taille de plasma, de plusieurs centimètres, rendent difficile l'imagerie de la source sur l'échantillon. En revanche, la petite taille du plasma micrométrique des sources énergétiques permet une mise au point fine sur de longues distances de travail, tandis que leur luminosité élevée dans l'UV fournira plus de contraste que toute autre source de lumière. Les deux premières images, en haut à droite, comparent une lampe à arc au mercure de 100 watts avec la EQ77. On constate un meilleur rendement, un meilleur contraste obtenu avec la source EQ77, ici à 254 nanomètres. La deuxième série d'images est obtenue toujours avec le EQ77, uniquement aux longueurs d'onde plus basses, de 214 et 193 nanomètres, sans comparaison possible avec la lampe au mercure 100 watts, car à ces longueurs d'onde, elle donnera des images indiscernables à contraste nul. Cette nouvelle application concerne la microscopie optique en champ proche à balayage, son acronyme anglais SNOM. La SNOM tire aussi parti des sources énergétiques. Le microscope optique en champ proche est un type de microscope qui permet d'imager des objets à partir de la détection des ondes évanescentes confinées au voisinage de leur surface. Cette technique étudie la transmission, la diffusion et ici la fluorescence d'un échantillon avec une résolution au-delà de la limite de diffraction du microscope et permet ainsi leur cartographie avec une résolution spatiale, latérale et axiale, allant jusqu'à quelques nanomètres, comme illustré par les images comparatives ci-contre, à droite. L'excellente stabilité spatiale et spectrale de la source énergétique en fait une source adaptée pour ce type d'application. Terminons avec une application d'analyse de gaz par spectroscopie infrarouge, une technique simple de mesure et de contrôle très répandue dans la recherche académique et dans l'industrie. Les échantillons de type gazeux ne nécessitent que peu de préparation avant purification, mais comme ils sont dans l'infrarouge, il faut utiliser des cellules de mesure avec un long parcours, ici 10 cm, équipées de fenêtres en fluorure de calcium transparentes aux infrarouges. Ici, la source EQ77
en version fibrée, traverse la cellule à gaz avant de passer dans le monochromateur, équipé en sortie d'un détecteur infrarouge, Hamamatsu, pour obtenir un spectrophotomètre. Le spectre en transmittance obtenu, ici celui du méthane à droite, correspond à la quantité d'énergie absorbée à chaque longueur d'onde. L'analyse des caractéristiques spectrales indique des détails de la structure moléculaire de l'échantillon. Ici, les atouts de ce système sont une résolution spectrale de 0,1 nanomètre obtenue grâce à un monochromateur de longue focale 750 mm. Une source EQ77 avec fenêtre en diamant pour une émission jusqu'à 20 microns, avec un spectre très homogène et très stable sur toute la plage infrarouge. Un détecteur dernière génération Hamamatsu à semi-conducteur, très sensible jusqu'à 14,5 microns. À noter que les sources énergétiques peuvent également être utilisées pour ce type d'application avec des spectromètres FTIR à transformer de Fourier. Nous n'avons pas le temps d'aborder d'autres applications, mais nous restons à votre disposition pour vous renseigner ou organiser un test avec nos sources sur vos échantillons. Merci pour votre attention. Merci Féti et Bruno pour cette présentation. Nous allons maintenant passer donc à la session de questions-réponses. Vous pouvez donc poser vos questions en bas de l'écran dans la petite bulle Q&R. Ne soyez pas timides. Si nous n'avons pas le temps de détailler en fait les réponses par rapport à vos questions, nous reprendrons contact avec vous pour en discuter. Et n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez effectivement avoir une démonstration personnalisée. Alors, dans les premières questions, Féti, peut-être, on nous demande quel est le temps de chauffe pour avoir une stabilité des sources en utilisation. Alors, les sources, ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons le laser et on va dire pour stabiliser le plasma, on peut utiliser la source au bout de 1 minute, mais si on veut avoir vraiment la stabilité, il faut attendre au moins 30 minutes. C'est ce qui est recommandé. Très bien. Alors, une autre question intéressante par rapport aux lasers justement qui servent à venir stabiliser. On nous demande quels sont ces lasers, quels lasers sont utilisés en fait Alors, pour les sources. je peux juste donner peut-être la longueur d'onde, c'est des lasers qui sont à 1 micron. Après, je ne rentrerai pas trop dans le détail, d'où le brevet. Mais on peut, voilà, s'il y a des questions, on peut peut-être répondre au cas par cas. Mais voilà, c'est des lasers qui sont à 1 micron avec des puissances différentes parce qu'il y a 3 sources. Donc voilà, qui sont focalisées du coup sur le plasma. Très bien. Alors ensuite, j'ai une autre question pour Bruno peut-être. On m'indique voilà, qu'un de nos utilisateurs possède déjà une source accordable, mais avec une lampe xénon classique. Est-ce que c'est possible de venir coupler une des sources EQ énergétiques sur ce système accordable déjà en sa possession? Oui, bien sûr. On peut. Alors, si le monochromateur a été choisi avec une seule entrée, il faut intervertir les sources. C'est compliqué. Et puis, si on a un monochromateur à 2 entrées, on peut même utiliser simultanément les 2 sources. Alors, j'en profite effectivement. Si vous souhaitez voir les sources accordables en réel, nous organisons en fait une JTEC. Alors peut-être Bruno, sur la slide suivante, il y a les informations à ce sujet-là. Nous organisons en fait une journée technique sur le campus de Rennes et nous allons donc mettre en démonstration une source accordable qui intégrera donc soit une source classique, soit une source énergétique. Et donc ça permettrait à nos utilisateurs de pouvoir se rendre compte de ce système, de la tablette optique dont a parlé Féti tout à l'heure, qui permet de transporter le montage, d'avoir un réglage effectivement qui reste figé, et puis effectivement peut-être de répondre à certaines questions et pourquoi pas de faire quelques tests en réel. Sachant que donc cette journée a lieu le mardi 28 mars et en fait il faut s'inscrire pour pouvoir participer et nous donner les détails des échantillons. Donc on profite effectivement de cette occasion pour vous en faire part. Alors sur les questions, alors oui, une question, la source peut-elle être utilisée sans monochromateur? Bien sûr. Voilà, tout à fait. Ce que Bruno disait, en fait, on peut utiliser la source sans monochromateur.
donc en sortie fibrée ou non fibrée, ça dépend de l'application. On peut aussi, en fait, ce qu'il disait Bruno, si vous avez déjà un monochromateur, par exemple, de vinyle, on peut coupler en proposant, donc, ce que je disais, les miroirs paraboliques qui sont adaptés au monochromateur et à notre source. Merci Féti. Donc, on a pas mal de questions. Effectivement, il y a une question qui concerne une des slides en fait, de présentation où on nous demande par rapport à la largeur à mi-hauteur du modèle en saphir. On indiquait donc 0,5 à 200 nanomètres et en fait, on nous demande à quoi correspond cette gamme de largeur à mi-hauteur. Ça, c'est pour la partie, voilà, pour Bruno, pour la partie monochromateur. Oui, donc la bande passante d'excitation va dépendre du choix du réseau ou de sa dispersion. On a plusieurs réseaux possibles, plusieurs plages possibles, et pour des plages données, plusieurs dispersions possibles. Plus le réseau sera dispersif et plus on aura de résolution. Et fonction aussi de la focale, donc le choix du monochromateur. On a des focales de 200, 300, 500, 750 mm. Et donc, suivant le choix de tous ces éléments, on peut avoir des résolutions dans l'infrarouge de 0,1 nanomètre. Alors, à calculer, peut-être juste un petit peu en dessous, mais pas mieux que 0,1 nanomètre et quelques nanomètres. Voilà. Et donc, toujours sur l'utilisation de la source accordable via le monochromateur, on nous demande si on peut choisir la gamme de longueur d'onde. Alors, j'imagine que c'est la gamme complète, peut-être, parce que tout à l'heure, on a fait le balayage, mais peut-être, Bruno, tu peux réexpliquer un petit peu par rapport aux longueurs d'onde, quelles sont les possibilités? Oui, donc on en revient au choix des éléments du monochromateur et on peut avoir choisir des éléments, des réseaux pour couvrir une large bande de 200 à 20 microns. Mais là, par contre, on n'aura pas la résolution parce qu'en fait, les réseaux ne seront pas assez dispersifs. Donc là, on aura plutôt des bandes passantes de 20, 30 nanomètres. Et puis, si on choisit une plage plus réduite, on utilisera des réseaux plus dispersifs. Et là, on peut aller à des résolutions de 0,1 nanomètre. Ça, c'est vraiment, ça va vraiment dépendre. Effectivement, il faut avoir conscience qu'on peut avoir toute la plage sans la résolution ou réduire la plage avec la résolution. C'est très modulaire, c'est possible. Peut-être juste pour compléter Imé par rapport à ça, donc pour ce qu'il disait Bruno. Donc en fait, ouais, avec ce système, on peut soit sélectionner une seule longueur d'onde, soit faire ce qu'on appelle le balayage. Après, bien sûr, si notre source, elle fait 170 jusqu'à 2500, par exemple, nanomètres, vous pouvez dire, voilà, je ne vais travailler que dans la partie visible. Ben, vous prenez un seul réseau qui va travailler que dans la partie visible et du coup, vous éliminez l'infrarouge et l'UV. Oui, effectivement, à préciser que dans l'exemple qui a été présenté, il y avait un monochromateur avec une focale à 200 mm. Donc, c'est deux réseaux qu'on peut choisir, mais après, on peut très bien choisir des monochromateurs avec des focales un peu plus longues pour profiter d'avoir trois réseaux, en fait, dans le monochromateur. Et donc, par rapport à ces réseaux, j'ai une question, Bruno, toujours. On nous demande effectivement si la largeur spectrale peut être modifiée par le monochromateur et si on peut changer les réseaux à l'intérieur du monochromateur. Oui, alors il y a aussi l'élément fente que j'ai montré là dans la présentation. Donc, on peut jouer sur la largeur de la fente aussi du monochromateur. Donc, pour un réseau donné et donc une plage donnée, une résolution donnée, on va pouvoir jouer sur la largeur de la fente. Et puis, quel était le deuxième point de la question? La deuxième question concernait… À l'achat, oui. À l'achat, donc on a par monochromateur, on a une tourelle, suivant le modèle 2 ou 3 réseaux, et on peut acheter plusieurs tourelles. Donc, on peut acheter 2 tourelles ou 3 tourelles, et vous-même les interchanger sur le monochromateur. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, une tourelle 3 réseaux avec peut-être une dispersion étroite, et puis un jeu de 3 autres réseaux sur une autre tourelle avec une plus grande bande d'excitation, et vous-même vous interchangez les tourelles manuellement. C'est possible. C'est très très modulaire. Alors, donc on dépasse un petit peu le créneau, mais c'est pas grave, on a encore quelques petites questions effectivement qui sont dans le Q&R. Merci beaucoup pour la participation. Alors, on nous demande s'il est possible de coupler un atténuateur optique.
en Oui. sortie de la source ou du monochromateur? Alors, où on veut. Ouais, Alors, oui, je pense. en l'occurrence, on nous demandait, en entrée du spectromètre, enfin, du monochromateur, mais j'imagine qu'on peut le mettre un petit peu. Oui, comme on a une Bien sûr. platine optique, la source, un jeu optique pour entrer dans le monochromateur, et après on ressort du monochromateur en espace libre ou fibré. Donc en amont ou en aval du monochromateur, on peut installer ce qu'on veut. Dans une des applications, j'avais un chopper optique, et on peut mettre un atténuateur si effectivement l'application nécessite de régler automatiquement la puissance de la source. Oui, c'est tout à fait possible. D'accord, très bien. Alors, peut-être une petite question, Féti, par rapport aux sources 20 microns. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, mais on nous demande qu'est-ce qui est limitant, en fait. C'est la source ou c'est le matériau de la fenêtre qui limite la plage jusqu'à 20 Alors, microns? je dirais le matériau de la fenêtre, mais on peut voir en fait, déjà en fait, parce que ça, ce que je disais, c'est deux nouvelles sources qui viennent tout juste de sortir. Euh, on peut se renseigner pour la limitation. Très bien. Ensuite, il y a d'autres questions qui sont posées dans les Mais je dirais surtout la Q&R. fenêtre. C'est pas la source, c'est pas le laser. C'était le laser ou la fenêtre, c'est ça? Pardon, je pas entendu. C'est la source ou le matériau, Oui, effectivement. c'est plutôt la fenêtre, ouais. Ouais. Donc ensuite, j'ai pas mal d'autres questions effectivement dans le QR pour lesquelles je pense on ne pourra pas forcément répondre en détail là tout de suite. Donc on reprendra contact avec les personnes pour pouvoir répondre à leurs questions. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions et si vous avez envie d'une démonstration voilà, ou d'avoir une discussion plus détaillée par rapport à votre besoin. Alors le webinaire a été enregistré, donc vous aurez un lien en fait pour pouvoir revisionner ce webinaire. Et effectivement, on me demande si c'est possible de transmettre juste la présentation, en fait, PowerPoint. Donc ça, effectivement, on pourra le mettre à jour pour que vous puissiez le recevoir. Donc là, je vois que Bruno a lancé donc, le petit sondage. Donc, on arrive à la fin de notre session de webinaire. On vous remercie de votre présence. Le petit sondage, c'est juste 4 questions pour nous aider un petit peu à comprendre en fait votre profil et ce que vous aimeriez avoir comme information de notre part. Donc pour rappel, donc les dernières communications, donc l'Agitech de IDIL le 28 mars sur Rennes pour pouvoir voir les sources accordables en vrai et pourquoi pas faire des tests sur échantillons en le préparant en amont. Et donc la prochaine conférence laser, optics et photonics du côté donc, de Hamamatsu qui aura lieu donc, le 27 mars. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour ces deux manifestations. Vous avez toujours des informations effectivement disponibles aussi sur notre compte LinkedIn. Et donc, on vous remercie encore une fois, Féti, Bruno, IDIL Fibre Optique, Hamamatsu France, pour votre participation. On reste à votre disposition et on vous dit à très bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.